Vous savez, il arrive que les lieux les plus importants de l'histoire, ils tombent dans l'oubli, ne laissant que des ruines silencieuses derrière eux. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Qala des Bani Hammad, une capitale autrefois si puissante, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors la question c'est, comment est-ce qu'une métropole aussi brillante a bien pu finir en ville fantôme? Ça, c'est ce qu'en disait le grand historien Ibn Khaldoun, des siècles après l'apogée de la ville. L'image est vraiment saisissante, une seule tour, là, plantée au milieu des décombres. Comment une cité aussi florissante a-t-elle pu en arriver là? Et pendant des siècles, oui des siècles, le site est resté complètement dans l'ombre. Il a fallu attendre 1980 pour que sa valeur universelle soit enfin officiellement reconnue par l'UNESCO. Cette reconnaissance, si tardive, pose une question qui est quand même fascinante. Comment une capitale a-t-elle pu être quasiment effacée de la mémoire collective pendant aussi longtemps? Attention, la Qala, ce n'était pas n'importe quelle ville. C'était la toute première capitale du royaume berbère des Hammadides, un véritable symbole de l'essor urbain et intellectuel de tout le Maghreb au XIe siècle. Pour bien comprendre son importance, il faut qu'on se replonge un peu dans le contexte de sa création. Alors, pour comprendre d'où sort la Qala, il faut jeter un œil à la carte politique de l'époque. Il faut imaginer, le monde berbère à ce moment-là, c'est en pleine ébullition. Il y a des dynasties qui naissent, des pouvoirs qui s'affrontent, c'est une période de grands changements. Ce qu'on voit très bien ici, c'est comment le pouvoir se fragmente petit à petit. En 972, les Irides sont encore de simples gouverneurs. Mais quelques années plus tard, en 1004, voilà que Hammad, lui, obtient une autonomie quasi totale. À partir de là, il a les coups des franches. Il peut enfin fonder sa propre dynastie, les Hammadides. Évidemment, qui dit nouveau royaume, dit nouvelle capitale. Mais attention, pas n'importe où. En choisissant un site perché dans les montagnes, super difficile d'accès, Hammad s'assurait un avantage militaire absolument crucial pour protéger son pouvoir tout neuf contre ses nombreux rivaux. C'était très malin. Bon, une fois le site bien sécurisé, la vision de Hammad peut enfin prendre forme. Et la Qala, elle ne va pas rester une simple forteresse bien longtemps. Non, non, elle va connaître une croissance absolument fulgurante pour devenir une vraie métropole. On est en 1007. Le chantier commence. Alors, Hammad ne part pas de zéro. Il construit sur les ruines d'une forteresse qui était déjà là. Mais sa vision à lui, elle, est bien plus grande. Ce qu'il veut, c'est créer une capitale digne de sa nouvelle dynastie. Et là, la stratégie de Hammad est vraiment fascinante. Parce qu'une ville, ce ne sont pas que des murs, c'est avant tout des habitants. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il organise des transferts de population, parfois de force, pour remplir sa capitale le plus vite possible. L'idée, c'est de la peupler d'artisans, de commerçants, de fidèles, bref, d'en faire un centre de pouvoir vivant et incontestable. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa stratégie, elle fonctionne. On a ce témoignage incroyable du géographe Al-Bakri, qui écrit en plein essor de la ville. Et ce qu'il décrit, ce n'est pas du tout une forteresse perdue. Non, c'est un carrefour international. Un vrai hub commercial super dynamique qui connecte tout le monde musulman. On peut presque entendre l'effervescence de ces marchés juste en lisant ça. Mais la richesse de la Qala, elle n'était pas que matérielle, loin de là. Très vite, la ville est aussi devenue un véritable phare intellectuel et culturel. Elle a tiré les plus grands esprits de son époque. Et c'est là que la Qala joue un rôle, mais alors absolument capital. Il faut comprendre qu'à cette époque, la grande ville de Kairouan, qui était le centre intellectuel historique du Maghreb, elle est sur le déclin. Et la Qala, elle va agir comme un relais. Elle aspire en quelque sorte ses savants, ses bibliothèques, tout son savoir, et elle devient de fait le nouveau cœur intellectuel de toute la région. Et s'il y a une personne qui incarne cet âge d'or intellectuel, c'est bien Ibn al-Nahwi. C'était vraiment une figure emblématique de la ville. Pas seulement un grand érudit, non. C'était aussi un penseur super audacieux. Tenez, il a défendu l'œuvre d'Al-Ghazali à un moment où elle était carrément condamnée ailleurs. Son influence a été absolument déterminante. Mais voilà, comme pour tous les empires, celui des Hammadides n'était pas éternel. Et ce qui est assez ironique, c'est que la position stratégique qui avait fait toute la force de la Qala au début, elle allait bientôt devenir sa plus grande faiblesse. Et là, on arrive au tournant décisif. Le monde était en train de changer. L'avenir, la clé de la richesse, c'était le commerce maritime. Et la Qala, complètement enclavée dans ces montagnes, elle n'était tout simplement plus au bon endroit. Les Hammadides, qui étaient très pragmatiques, ont tout de suite compris ce virage. Et ils ont agi, ils ont fondé une nouvelle capitale, cette fois sur la côte, Béjaïa. Ce déclin, il n'a pas été brutal. Non, il a été lent, progressif, mais totalement inéluctable. Le vrai coup de grâce, le moment où tout bascule, c'est en 1091, quand la cour royale déménage. À partir de là, la ville se vide lentement de son âme, elle périclite, jusqu'au coup final, la conquête almorade en 1152, qui vient sceller son sort. Et voilà, la ville tombe dans l'oubli, pendant des siècles. Son histoire ne survit plus que comme un murmure, dans les légendes locales, en attendant que quelqu'un vienne la déterrer.
Alors la question est, comment est-ce qu'on a bien pu retrouver cette cité perdue? Eh bien la réponse, cette fois, on ne la trouve pas dans les vieux manuscrits. Non, on la doit au travail patient et méticuleux des archéologues. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus récent. Cette redécouverte à l'époque moderne, ça a été un très long processus. Regardez, il a fallu quasiment un siècle entier entre la toute première identification du site en 1869 et les grandes fouilles de Golvin après la Seconde Guerre mondiale. Chacune de ces étapes a permis de retirer une couche de terre, une couche d'oubli, pour révéler, petit à petit, la splendeur de la Kala. Alors, au final, quel est l'héritage de la Kala des Bani Hammad? Eh bien, on peut dire que c'est un héritage à double facette. D'un côté, bien sûr, il y a les ruines impressionnantes que l'on peut encore visiter aujourd'hui, et de l'autre, il y a cet héritage immatériel, cette tradition intellectuelle qui, elle, n'est pas morte avec la ville. Elle a été transplantée à Béjaïa et a continué d'influencer la culture du Maghreb pendant des siècles. Finalement, l'histoire de la Collane nous rappelle quelque chose de fondamental. Ce que l'on connaît du passé n'est qu'une infime partie de ce qui a réellement existé. C'est une invitation à réfléchir sur la fragilité de nos civilisations et de notre mémoire. Et ça pousse à se poser la question, combien d'autres grands centres comme celui-ci gisent dans l'oubli? Juste là, sous nos pieds, leurs histoires attendant silencieusement que quelqu'un, un jour, commence à creuser pour les raconter.